Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité sur Reflet d'Afrique Télévision en particulier et bienvenue à nouveau dans votre capsule de sport de la Coupe des Confédérations africaines de football en passant par l'Euro 2021 jusqu'au mercato des joueurs africains. L'actualité du sport s'ouvre à vous dès ce moment et nos inconditionnels. On nous en rejoint aujourd'hui encore. Il s'agit du chroniqueur Wilfried Onla et de Martin Ndongo Evina, si vous voulez bien. Permettez-nous donc de leur adresser bien le bonsoir et la chaleureuse bienvenue. Bonjour. Bonsoir Wilfried. Alors, bien, bonsoir Martin. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes les personnes qui prennent la peine de nous regarder en ce moment. Comment vous allez? Assez bien, assez bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que vous êtes en jambes pour parler du sport. Oui, tout à fait. Surtout qu'en ce moment, il y a des pluies qui ne cessent de tomber dans la ville. Je pense que cette émission de la capsule de sport va nous apporter beaucoup de chaleur en ce début de soirée. Et c'est la chose d'ailleurs qu'il faille faire quand il pleut, se réchauffer un tout petit peu. Et lui aussi viendra apporter son coup de pouce dans ce système de réchauffage en matière de sport. On va parler certainement de Wilfried Onla également, qui a pris la peine de suivre de bout en bout l'actualité sportive, qui a son mot à dire, qui a ses impressions et même sa perspective de lecture d'avenir. Bonsoir Wilfried et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir et merci pour l'invitation une nouvelle fois. En tout cas, tu nous as signalé la dernière fois que tu seras toujours de la partie. Si nous t'adressons l'invitation, merci pour cette fidélité renouvelée. Oui, bien sûr, s'il s'agit d'éclairer le lendemain sportif africain, pourquoi pas, je serai toujours le bienvenu si vous le souhaitez. Voilà. Bien sûr. Alors pour ceux qui nous prennent en l'instant même, qui ne sont pas encore des habitués de ce programme de sport, pour vous reconforter, pour vous mettre en condition, pourquoi ne pas avec la régie, n'est-ce pas, vous balancer cet élément sonore qui vous permet de comprendre, auquel cas cet élément, alors, on ne l'aura pas tout de suite. Permettez donc qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi pas avec Martin, parler de la Coupe de la Confédération africaine de football, ce premier sujet qui nous permet de lire la performance du Raja de Casablanca, qui est venu à bout de l'équipe qui avait damé le pion à Coton Sport de Garoua, peu ici même à Yaoundé. Le Raja de Casablanca est champion de la deuxième division. Africaine, parce que c'est la coupe de la CAF, que la Champions League, on peut mettre ça dans le cadre de la première division. Le Raja de Casablanca a battu en finale l'équipe qui a damé le pion, la GS Kabylie qui a damé le pion, la GS qui a damé le pion à Coton Sport lors des demi-finales. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la meilleure équipe au terme de ces 90 minutes qui l'a emporté. Quand on regarde le parcours même du Raja de Casablanca, il faut dire qu'ils ont fait quasiment un parcours sans faute, en éliminant déjà en demi-finale, je crois, Pyramide, qui a été finaliste l'année d'avant. Le Raja de Casablanca, c'est qui? Le Raja de Casablanca, pour ceux qui ne savent pas, c'est la meilleure équipe du XXe siècle au Maroc. Oui, et on connaît que le Royaume chérifin est doté d'un championnat professionnel. On ne va même plus parler de semi-professionnel. Le Raja de Casablanca, cette saison, c'est qui? C'est le meilleur gardien du Chan, le Sniti, c'est le meilleur joueur et le meilleur buteur du Chan. Je crois que c'est Soufiane Raimi. C'est le métronome de l'équipe du Maroc du Chan, à savoir Fidji. Et la recrue, je vous parlais déjà de ce joueur-là quand on tirait les leçons de la débâcle de Coton Sport, à savoir faire des recrutements de grande envergure, autant pour moi, notamment Ben Malongo qui a pesé de tout son poids durant cette finale. C'est un franchise du tout-puissant Mazembe. Donc le Raja de Casablanca, je vais simplement dire que c'est une rencontre entre deux belles équipes, deux grandes équipes sur le continent. Et la chance a voulu, pas la chance, le destin a voulu que ce soit le Raja de Casablanca qui remporte son deuxième trophée, parce qu'ils avaient remporté l'édition de 2018. Bien sûr. D'accord. Avec vous, Martin, JS Kabylie s'inclut devant le Casablanca.
impériale, quels auraient été les atouts de cette équipe de Maroc? Parce que Martin parle d'un jeu qui a dévoilé un professionnalisme inouï. On ne parlerait pas de semi-professionnalisme, mais des joueurs vraiment aguerris et prêts à remporter tout type de compétition. Oui, bien sûr, comme Martin l'a bien dit, le Raja de Casablanca, c'est l'une des meilleures équipes au continent africain aujourd'hui. On se rend compte tout simplement avec tout ce qu'ils ont fait durant toute la compétition. Ils ont quasiment fait un parcours sans faute. 0 défaite enregistrée durant tout le tournoi. Donc du coup, on se rend compte... Quelques buts encaissés. Oui, quelques buts encaissés, pas de part et d'autre, c'est normal, ça arrive. Mais ça montre que c'est la meilleure équipe du continent, du XXe siècle, comme Martin a bien dit. Et on peut aussi noter quand même qu'ils ont eu, c'est vrai, ils ont les meilleurs joueurs, les meilleurs atouts à tous les postes quasiment. Au goal, on le voit, en attaque, on le voit Ben Malongo, qui est le meilleur buteur de la compétition. Donc du coup, ils avaient toutes les armes pour aller soulever le Graal. Et on se rend compte aussi que on pensait même déjà qu'à la 5e minute, déjà, le match était complètement plié. Oui. C'est vrai que le GS Kabylie a montré quand même quelque chose. Ils ont essayé de revenir dans le match. À la marque. Bien qu'ils étaient menés par 2-0, on se disait que le match était plié. Bon, c'est le football, la réalité elle est là. Et le Raja tout simplement fait ce Et si on devait le Raja, ils sont de cette équipe, quels sont les atouts qu'ils ont peut-être développés au-delà des grandes figures que pouvait tout à l'heure relever Martin? Quels sont les atouts qu'on peut relever au niveau de la défense, de l'attaque et même des goals? Parce que tout à l'heure ils révélaient que le goal a été super, brillantissime durant la compétition. Qu'est-ce que cela dégage comme leçon? Tout simplement que le football, c'est pas du hasard, c'est pas du fait du hasard. Le football, c'est une histoire de préparation. Le football, c'est ce qu'on relevait la dernière fois aussi, en disant que... Parce qu'en matière de football, la dernière fois, on a quand même relevé le souci de préparation sur les bien sûr, c'est ce qu'on disait tantôt que... Au niveau du Raja, qu'est-ce qui a été bien fait? C'est ce qu'on disait tantôt que la préparation, elle est importante. Elle est même quasiment la meilleure des choses à faire pour espérer arriver à un certain niveau. Le Raja le démontre si bien. Avec à tous les postes, comme on a dit, à tous les postes, ils ont les meilleurs joueurs. Oui. Ils ont les meilleurs joueurs au Chanon, on l'a vu. Oui. Au Chanon, on l'a vu. Donc aujourd'hui, même dans l'équipe du Maroc, on le voit. Donc, du coup, ce sont les mêmes atouts qui sont partout et ils prouvent que ce sont les meilleurs en Afrique aujourd'hui. Et c'est pas de surprise, Meilleur en Afrique, on sera droit parce que l'Égypte n'est pas le même, c'est souvent l'Égypte en baisse de performance. Martin, avant de parler du jeu d'ensemble, techniquement, tactiquement, qu'est-ce qui a pesé en faveur de cette équipe du Maroc? Est-ce que ce sont les infrastructures? Est-ce que ce sont les moyens d'accompagnement? Est-ce que c'est le moral, le fight spirit, comme aime le dire ici Wilfried? Qu'est-ce qui a pesé lourd pour que cette équipe aille arracher cette victoire? Il faut dire que le Raja de Casablanca, avec à cœur d'offrir un trophée, vous voyez un peu, à son public. Parce que le Raja se retrouve là parce qu'ils n'ont pas été champions. Je crois que c'est le WAC qui a terminé champion. Oui, je crois. Oui, si je ne me trompe pas, c'est le Wydad, parce que le Wydad joue la Champions League et le Raja. Oui, je pense que si je ne me trompe pas. Non, je vais me corriger. En fait, le Raja termine champion au Maroc, mais le Raja ne réussit pas à la phase de qualification. Ça fait qu'il se retrouve maintenant en deuxième division parce que je me rappelle avec le trophée glané par notre compatriote Fabrice Nga, il était la saison dernière au Raja de Casablanca, ils ont terminé champion. Donc vous voyez que les supporters avec ça en travers de la gorge, parce qu'il y a une rivalité éternelle entre le WAC, le Wydad du Casablanca et le Raja. Le Wydad qui joue dans la Champions League et le Raja qui joue la Coupe de la CAF, cela n'était pas supportable pour les fans du Raja. Donc l'objectif était simple, c'était de détrôner maintenant la renaissance sportive Berkane, parce qu'il faut rappeler également que c'est un club marocain qui détenait cette coupe-là l'année dernière. Voilà. Donc on va simplement dire qu'il fallait asseoir l'hégémonie des équipes marocaines dans cette compétition. Et quand on regarde maintenant tout le parcours, comme Wilfried l'a dit, il n'y a presque pas de faute. Hein. C'est une équipe qui commet très rarement de faute, qui donne ou qui laisse très peu à l'adversaire, sinon des miettes. C'est une équipe c'est un rouleau compresseur en fait. Et surtout qu'elle a été revigorée
comme je le disais à l'entame de mon propos, par les grosses figures qui ont commencé l'année 2021 en tambour battant, notamment le gardien essoufflant Haïmi. Donc, moi, je dis qu'il n'y avait presque rien à faire. Parce que si vous regardez la demi-finale contre le Pyramide en Égypte, ils ont géré, c'est-à-dire ils n'ont pas forcé leur talent. Je crois le score c'est 0 partout. Mais maintenant, au match retour, où il fallait la qualification, ils ont un peu haussé le ton. Et ça a été la même chose samedi dernier à Cotonou, lorsqu'il a fallu remporter le titre face à la JS Kabylie, qui n'a pas du tout démérité. Hein. Je vois des excellents joueurs comme Boulaya de la JS Kabylie, qui m'a fait forte impression. Mais en face d'eux, ils avaient des gars qui étaient suffisamment armés. Et vous savez que la JS Kabylie même sort de très loin. La JS Kabylie, c'est une grande équipe dans les années de début d'année 2000. C'est là où elle avait le vent en poupe. Mais depuis, les Canaries ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Donc c'est juste un retour en grâce, un retour en forme de cette équipe de la JS Kabylie. Donc pour moi, ils n'ont pas démérité, ils sont tombés sur une équipe assez suffisamment rodée qui connaît cette compétition mieux qu'elle. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire que c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. Donc on se pose la question autrement de savoir où est-ce que la JS Kabylie a fauté, a péché? Que dire? Quand vous avez observé également cette équipe ne venait pas en finale peut-être? Non, c'est deux équipes joueuses, hein, raison pour laquelle le match était ouvert. Bien malin qui allait nous dire à la fin des 90 minutes qui allait remporter ce match, parce que quand vous avez aussi vu le parcours de la JS Kabylie, ce n'est pas une équipe qui ferme le jeu, au contraire, c'est une équipe qui a un football total. Donc, et c'est aussi pareil pour les Marocains. Donc, il faut dire que le football maghrébin dans son ensemble est un football, c'est un football champagne, c'est un football où quand on dit total, c'est-à-dire tout le monde participe, que ce soit les arrières, latéraux qui viennent faire des dépassements de fonction, des dédoublements. Donc pour moi, il n'y a pas question, moi je ne vois pas la question de fauter, non, c'est juste que ils sont tombés sur plus fort que la JS Kabylie. D'accord. Alors, certainement, Wilfried, Barton donne de comprendre que la JS Kabylie a donné le tout pour le tout, mais ils ont trouvé un gros morceau, un grand prédateur, mais c'est quelque part, il n'y a pas eu des lacunes observées, il n'y a pas eu des manquements, malgré le schéma tactique qui a été mis en place. Il y a eu des failles qui ont permis quand même aux assauts des Marocains de trouver la voie de la lucarne du portier de JS Kabylie. Oui, bien sûr, Eric, bien sûr. Un match de football se gagne sur les détails comme celui-ci, une finale. Ce sont lesquels, par exemple, sur les détails que ça se joue. On se rend compte, par exemple, que on ne peut pas parler justement d'erreur monumentale de la part de JS Kabylie. On ne peut pas. Ça fait jouer sur un détail. Le plus malin a eu à inscrire un plus. Mais très souvent, c'est le détail qui clôt des matchs. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et c'est pas le détail dans un match. Surtout un match comme celui-là. Un détail comme dans un match comme celui-là, peut-être où il faut faire le bon marquage, tu ne fais pas le bon marquage. Oui. Et là, on t'inscrit, on te met un but. Derrière, c'est difficile d'égaliser. C'est quand même une finale, donc avoir un but, c'est pas évident. Donc, ils ont pris un but très rapidement dans le match. À la 5e minute, quasiment, ils avaient encaissé un but. Donc, du coup, ça a un peu changé la dynamique du jeu. Il fallait que le coach cherche à trouver une autre stratégie. Et là, en même temps, le Raja est en train de se remettre en position, en place. Donc c'est plus évident d'avoir accès facilement. Si le match était allé à 0-0 à la mi-temps par exemple, on aurait vu un autre visage de la part de JS Kabylie. Est-ce que côté schéma tactique du côté JS Kabylie, est-ce que c'était le bon? Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que le schéma tactique n'a pas été celui qui est le bon. Donc du coup, il y a pas eu très grand changement entre ceux qui ont battu Coton Sport à aller-retour et ceux qui ont joué samedi. Donc du coup, on ne peut pas se mettre derrière la stratégie de jeu et tout le reste. Peut-être encore on peut se dire que bon, le Raja. Est-ce que le fait d'avoir gagné Coton Sport rassurait quand même cette équipe-là, ce chemin-là rassurait face au Maroc? Face au Raja de Casablanca. Il n'y a aucun schéma qui rassure. Il n'y a aucun schéma tactique qui rassure. On étudie l'adversaire, on place un schéma qui, en fonction de l'adversaire, peut déjouer
le jeu, le football de l'adversaire. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand ils entrent au stade, ils se disent, en fait, il a étudié, ils ont fait des vidéos d'avant-match. Ils ont étudié les possibilités de contrer par exemple le Raja. Là, ils ont mis un chemin tactique qui, pour lui, devait aider à rapporter. Maintenant, on peut se dire que le Raja a peut-être un sursaut d'orgueil parce que je pense bien avant le match, le président du Raja a promis une prime de 9 500 € par joueur. 9 500 € par joueur s'il venait à remporter. Ça, c'est offrait ce qu'ils devaient avoir. Donc, une belle motivation d'aller vraiment à la c'est aussi une motivation. Ils avaient peut-être plus envie, ils ont mis tout ce qu'ils avaient, ils ont tout donné et tout. À la fin, il y a nombreux qui seront heureux. Hein. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Alors, Martin, le GS Kabylie n'a pas démérité. Comment est-ce qu'il faudrait que les joueurs prennent la chose? Est-ce qu'il faut ça vraiment, il faut ça montre les doigts? Quelle est la leçon qu'on ressort de cette brillante compétition en quelques minutes avant de passer au prochain sujet? La GS Kabylie ne doit pas sortir de la tête baissée. Il faut tirer forcément des leçons et être fier. Quand on sait d'où est-ce que la JSK sort et quand on voit ce que le coach Denis Lavagne a fait, il faut lui tirer un grand chapeau et tirer aussi un chapeau au staff, à l'équipe dirigeante, c'est-à-dire l'administration de ce club. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire la saison prochaine? C'est de rééditer cet espoir, non plus maintenant en Coupe de la CAF, mais en Champions League africaine, parce qu'ils sont très bien classés. Pour l'instant, on n'est pas au remords, aux reprimandes. Non, c'est vrai. Parce que on se dit, bon, c'est à cause de toi que le but est entré et tout ça là. Lorsqu'on arrive en finale, lorsqu'on arrive dans des matchs couperets, c'est un but sort. Comme on dit souvent, il y aura un vainqueur, il y aura forcément un vaincu, donc un malheureux. Et le soir a voulu que ce soit la JS Kabylie qui soit maintenant malheureux. Je pense que depuis samedi, ils ont déjà... C'est difficile à avaler, vous savez. C'est une équipe qui avait suscité et qui a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Et beaucoup d'observateurs voyaient en elle le grand retour de la JS Kabylie, mais ils sont tombés sur un os. Ils sont vraiment en tout cas, on dit qu'un lion ne meurt jamais. Non, un lion ne meurt jamais. Ils ont proposé un très beau football. Il faut dire que ces deux finalistes sont ceux qui ont eu le meilleur parcours. Ce ne sont pas des finalistes galvaudés, non. Le mérite revient à ces deux équipes et la JSK, si le coach Denis Lavagne est encore là la saison prochaine, je pense qu'ils feront et qu'ils essayent de garder le noyau de jeu de cette QV. D'accord. Je pense qu'ils pourront faire de très bonnes choses dans l'avenir. De toute façon, c'est le football africain qui gagne, si on voulait parler ici, comme se le dicton le prône dans les alliances camerounais, c'est le football africain qui l'emporte, le sport africain qui l'emporte. Et maintenant, mettons l'emphase sur le second sujet qui nous préoccupe. Wilfried, on vient de refermer l'Euro 2021, mais avant d'y aller, pourquoi ne pas prendre également cette petite transition? De retour donc sur ce plateau, nous disons avant la transition, parlons donc à présent, après avoir ébauché un tout temps soit peu la finale de la Coupe africaine de football, la Coupe de la CAF, si vous voulez le dire ainsi. Parlons à présent de ce bilan de l'Euro 2021 qui vient de se refermer avec l'Italie qui glane encore ce sacre à la grosse surprise de l'Angleterre et un joueur lui également argentin qui s'offre la Copa América, une belle surprise également certainement pour Wilfried qui a vu un certain Messi danser et certainement les Italiens jubiler après avoir remporté la Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, bien sûr. Commençons d'abord par l'Euro. Oui. L'Euro avec le triomphe de l'Italie, on s'attendait peut-être... On s'attendait à ce genre de match, un match vraiment serré contre l'Angleterre qui jouait déjà à domicile. Est-ce que ça a été vraiment serré ce match, Wilfried? Oui, il a vraiment été serré puisqu'il allait jusqu'au tir au but quand même. Il a été vraiment serré. C'était un match qui a été disputé, bien que l'Angleterre ouvre le score à la première minute, si vous imaginez, à la première minute du jeu. Donc du coup, on ne pouvait pas se dire que l'Italie réussit quand même à revenir à la marque et ils vont en prolongation, ils font quoi?
120 minutes. 120 minutes et le score reste intact. C'est un match vraiment serré. Et à l'image vraiment de cette coupe, c'est ces deux équipes qui n'ont pas montré grand-chose, mais qui, avec l'envie, avec la détermination, déjà que l'Angleterre jouait à domicile, ils sont allés jusqu'au bout, en fait, parce qu'ils avaient plus peut-être envie que les autres. Et l'Italie, on se rend compte que depuis 34 matchs aujourd'hui, ils n'ont pas de défaite. Ils n'ont pas de défaite. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui ne vient pas pour perdre. Si elle vient, elle ne réussit pas à gagner. Au moins ce match, c'est l'important. C'est nécessaire, c'est important. Donc du coup, et c'est une finale. Une finale se joue sur les détails. Ils sont allés au tir au but de meilleur à gagner. Bon, on peut aussi parler un peu de chance parce que ce sont les tirs au but. C'est vrai qu'elle se prépare aussi. On a vu les joueurs anglais rater, manquer énormément de tirs. 3 tirs au total. Bon, aussi peut-être la bonne performance de Donnarumma, qui de plus en plus entre dans l'histoire et montre bien qu'il est l'un des meilleurs gardiens aujourd'hui en Europe. D'accord. Alors, Martin, le fait qu'il nous fait savoir que la rencontre s'est lourdement disputée, alors que pour certains, l'Italie l'a un peu dominé, même si elle a obligé aux Anzos de se retrouver à la fin des tirs au but, au jugement de la pelouse. On a vu quand même 3 joueurs anglais passer outre les goals. Vous, quelle est votre lecture de cette fin de compétition de l'Euro 2021? L'Euro 2021, il faut commencer par rappeler le format. Le format était inédit. L'Euro se joue dans 11 villes. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire que tout le monde allait presque recevoir des matchs et ça apportait une ferveur populaire jamais vue auparavant. Et il faut dire que cet Euro, c'est aussi la première compétition post-Covid en Europe. Oui. On a pu voir la liesse populaire, je crois, c'était à Copenhague, au Danemark, je crois, oui, c'est Copenhague. Oui. Et on a vu des stades pleins. On a vu le stade Olympico de Rome qui était également plein. Et l'Alliance Arena, voilà, pas l'Alliance Arena, le Munich Arena, oui. Parce que quand le Bayern joue quand l'Allemagne joue, ça change de nom, ça ne devient plus l'Alliance Arena. Donc, pour moi, c'est d'abord cette grande satisfaction-là d'avoir pu que l'Euro, l'UEFA de Sévérine ait pu organiser ça. C'est un challenge, c'est-à-dire organiser une telle compétition en 4 semaines dans 11 villes. Pour moi, c'est d'abord un coup de maître. Ça, il faut féliciter ça. Parce que ça paraît facile, mais ce n'est pas du tout évident. Avec toute la logistique qu'il faut mobiliser pour chaque rencontre, la VAR et tout, ce n'est pas du tout évident. Maintenant, l'Euro qui se termine avec le sacre de l'Italie, on va dire quoi? Comme les Italiens aiment bien le dire, Ave Italia. Ave Italia parce que c'est un groupe de Roberto Mancini qui a montré de très belles choses depuis le début de leur premier match contre la Turquie, je crois. Ça se soldait par un score de 3 buts à 0. Donc, on s'attendait déjà à ce que l'Italie soit très mordante. Mais cette Italie également là, au vu de la phase de poule, n'a pas eu un adversaire coriace, dont tous les observateurs analystes se disaient qu'on va les attendre lors des 8e de finale. L'Italie est un beau champion parce que l'Italie a battu à elle seule 3 grosses équipes. À savoir, l'Italie a battu la Belgique, elle a sorti l'Espagne. Et elle a battu en finale l'Angleterre. Maintenant, quand on va regarder proprement dit le match, c'est une très belle rencontre. C'est une rencontre de football intense. Et l'Italie nous a montré qu'elle revenait très bien, elle finissait très bien les deuxièmes mi-temps. Parce que cette deuxième mi-temps de l'Italie, où pratiquement la première mi-temps, ils sont absents, ils sont amorphes, on ne leur retrouve pas cette intensité et ce bloc compact que nous avons vu depuis le début. Quand l'Italie revient de la mi-temps, l'Italie nous propose alors un football total, c'est-à-dire avec une intensité à nul autre pareil. Ils ont pratiquement gagné tous leurs duels si vous regardez les statistiques de la deuxième mi-temps. D'où le but de Leonardo Bonucci qui vient suite à 3 duels remportés dans la surface de réparation. Preuve que l'Italie avait plus 1. Maintenant, les tirs au but, c'est la loterie. Hein. Pour moi, c'est vrai, il y a des gardiens qui sont bons, il y a des tireurs qui sont bons, mais pour moi, c'est vraiment la loterie. Et là, on peut comprendre pourquoi beaucoup de critiques sont versées sur le coach Gareth Southgate de l'Angleterre, qui a fait entrer 2 joueurs à la 119e minute
on appelle souvent ça le money time pour venir tirer les pénaltys. Et en regardant même les tireurs, globalement l'équipe de l'Angleterre et les 3 derniers tireurs, le Centre international des études du sport vous dit que ces 3 jeunes joueurs n'ont pas 24 ans. Et on ne peut pas laisser une telle responsabilité à des gamins qui ne sont même pas, à des gamins de 19 ans, Saka, je crois 19 ans, Sancho 21 ou 22 ans cette année. Donc c'était quand même trop posé de ma part. Il y avait des messieurs quand même qui ne devaient pas peut-être sortir. Moi par exemple, le changement à la 119e minute de Jordan Henderson, par exemple, moi je ne l'aurais pas fait. Jordan Henderson, c'est le capitaine de Liverpool, c'est un leader et c'est un très bon tireur de penalty. Moi par exemple, je ne l'aurais pas fait. J'aurais gardé Jordan Henderson pour qu'il soit un tireur. Bon, maintenant, on dit toujours ça parce que le match est fini. Si c'est que ces tireurs avaient marqué, on aurait dit de Gareth Southgate que c'est un grand tacticien, c'est un grand visionnaire. Aujourd'hui, il est beaucoup critiqué. Bon, c'est vrai parce qu'il a perdu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le coup de la fatigue à un moment donné? Est-ce que les gens n'étaient pas aussi un moment de las? Parce qu'on a quand même vu une Italie qui a fait un bon pressing et puis on repart aux prolongations, tir au but comme ça. Il y a aussi ce côté fatigue, aussi ce côté peur. Parce que quand c'est le tireur, c'était de grosses missions quand même. Oui, la fatigue et la peur, bon, on peut mettre ça sous le coup d'un joueur qui était selon moi le meilleur joueur de l'Euro avant la séance des tirs au but, à savoir Raheem Sterling. Oui. En principe, je me disais que Raheem Sterling devait prendre un penalty là parce que c'est un leader, c'était lui le meilleur joueur de l'Angleterre durant cet Euro. Bon, maintenant, on va dire quoi, fatigue? Non, moi, je pourrais mettre ça sous le cadre de la préparation mentale. Est-ce que Rashford et Sancho étaient préparés mentalement à entrer à la 119e minute et à tirer le penalty? Je dirais non. Moi, je me dis, c'est sur un coup, ce sont des bons tireurs. Ils tirent dans leur club respectif, à savoir Manchester et Dortmund, où c'est deux leaders, deux joueurs très forts sur les balles arrêtées. Donc, pour moi, je ne vais pas mettre ça sur le coup de la fatigue. Une finale, elle se gagne, une finale ne se joue pas. D'accord. Et les professionnels sont mieux placés pour vous dire dans quel état d'esprit on prépare une finale. Vous avez vu le Federico Chiesa qui a serré les dents, même étant blessé, il a continué. Ça vous donne un peu le niveau de préparation mentale que ces joueurs ont eu. Avec vous, Wilfried, on a un certain ici qui ravit avec l'Argentine la Copa América rapidement. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est la lecture rapide qu'on peut sortir de là et qui est même déjà, on voit selon les supputations, d'avoir son 7e ballon d'or? Tout simplement, le football rend à lui-même et c'est ce qu'il a donné. Et, il était inadmissible quand même qu'un footballeur comme lui, de sa trempe, finisse sa carrière internationale sans remporter le tournoi majeur avec sa sélection. Déjà, il a joué 4 finales, il a perdu déjà. Donc du coup, il fallait qu'il la gagne. Il a été meilleur joueur comme le plus souvent. J'ai été meilleur joueur dans les compétitions internationales. Mais là, cette fois-ci, le footballeur a dit ce qu'il méritait à voir. C'est vrai que c'était un plaisir aussi pour ses coéquipiers, Angel Di Maria et autres, mais tous étaient fiers plus pour lui, parce que tout le monde sait ce qu'il a mis derrière ça pour avoir cette compétition. Et enfin, il a eu. Donc, on peut, les fans de football ne peuvent être que fiers, heureux de voir Messi avec sa sélection. D'accord, Martin, c'est avant de prendre cette question qui nous conduit dans la seconde partie de cette émission qui va nous permettre de parler du mercato de quelques joueurs africains. Rapidement, est-ce que Messi reçoit le salaire de sa performance? Les dieux du foot ont enfin exaucé le Messi. Vous savez, Messi, c'est le génie du foot. Moi, j'ai une lecture simple. Est-ce que les dieux du foot n'ont pas voulu éteindre un pour allumer l'autre? L'un, c'est qui? C'est El Pipe del Oro, Maradona, et l'autre, c'est Lionel Messi. Moi, c'est la lecture simple, parce que depuis, je me suis posé la question durant tout ce week-end. Mais pourquoi Messi ne gagnait pas une compétition depuis, alors que Maradona était encore vivant? Et maintenant, à peine Maradona décède de la première compétition que l'Argentine joue. Et j'ai fini par comprendre que dans mes analyses, je me suis dit peut-être on élimine en Argentine, les dieux du foot n'ont pas voulu éliminer 2 grands joueurs au même moment.
Donc, c'est le salaire de toutes ces années d'efforts. Messi a commencé à jouer en 2006, si je ne me trompe pas. Il a déjà tout gagné. Je pense qu'il lui manquait un seul trophée majeur avec les Albi Célestes parce qu'il a gagné les Jeux Olympiques. Oui. Et il a été champion du monde junior avec toujours la sélection argentine. Donc, il lui manquait ça pour faire taire toutes les petites critiques qui pouvaient naître. Donc c'est mérité et c'est logique. En tout cas, on souhaite, on adresse nos félicitations à ce brillant joueur et que la carrière lui soit complètement de rentrer dans le marché de quelques joueurs africains. On pourrait également prendre avec la régie qui nous propose cette virgule. De retour donc sur le plateau, nous avons ébauché en première partie la coupe de la CAF avec la victoire du Raja de classe de Casablanca sur JS Kabylie. Par la suite, nous avons fait le bilan de l'Euro 2021 avec la victoire de l'Italie et même un clin d'œil sur la Copa América avec la victoire de l'Argentine. C'est une victoire qui porte au firmament du football le joueur argentin Lionel Messi. Actuellement, nous allons donc nous poser une question. Quel mercato pour les joueurs africains? Ils sont pratiquement trois, Boubacar Vincent, Martin Ongla, qui dirait le frère de l'autre sur le plateau, et André ou Nana avec vous, Wilfried. Boubacar Vincent. Oui, bien sûr, Boubacar Vincent, enfin, il a décidé de quitter le Beşiktaş pour rejoindre, je vais dire quoi, pour rejoindre Al Nasser à... On ne pourra pas dire que c'est d'autres personnes vont se poser la question, est-ce que c'est le bon choix pour lui aujourd'hui? Mais on dirait qu'il a trouvé que c'était le challenge qu'il lui fallait. Bon, peu importe la raison, on va le soutenir. C'est vrai, depuis hier, il a commencé son premier entraînement avec sa nouvelle équipe. Donc, on est toujours derrière lui, on sera toujours un fan d'Aboubacar Vincent avec tout ce qu'il a fait pour la sélection. Bien sûr, avec tout ce qu'il a fait pour la sélection camerounaise. On ne pourra que le soutenir dans ses choix. Donc, je suis vivement que ça se passe très bien. Il se trouve même que le Cameroun a payé un peu cher quelquefois le fait qu'on n'ait pas aligné Boubacar Vincent dans certaines sorties. Oui, bien sûr, aligné Boubacar Vincent. Il a été réclamé quelquefois. Oui, toujours, parce que c'est le meilleur buteur camerounais en activité. Ça, on ne peut pas se le cacher, Donc, du coup, Boubacar Vincent qui ne soit pas présent dans une liste de la sélection camerounaise, ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, bon, peut-être d'ici quelques années, avec l'âge et tout le reste, peut-être qu'il ne sera plus là. Mais aujourd'hui, il a quoi? Il n'a que 29 ans. Donc, du coup, on ne peut pas dire à Boubacar Vincent qu'il ne puisse pas être dans la sélection camerounaise aujourd'hui. S'il déjà il est aligné et qu'il dispute des matchs avec sa nouvelle équipe, pourquoi pas de pas... Cependant, quand même, on se pose une question de savoir si cette équipe qui rejoint Al Nasser du côté de l'Arabie Saoudite pourra lui permettre véritablement de s'exprimer. C'est la question quand même qu'on se pose. Martin, est-ce que là-bas le championnat pourra permettre à ce fauve de défense de s'exprimer et de briller comme là son habitude de le faire? Boubacar Vincent, il a l'âge, il a le bon âge pour... Pas peut-être pour aller dans un championnat exotique comme en Arabie Saoudite, mais je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour pouvoir savoir juguler entre le club, les performances en club et ce qu'on lui demande à l'équipe nationale. Boubacar Vincent est à l'équipe nationale depuis 2010, si je ne me trompe pas, 2010 déjà. Donc c'est l'un des plus anciens avec Choupo-Moting parce qu'ils font la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Donc on ne peut pas dire que ses performances en club vont impacter. C'est vrai que le niveau du championnat est bas, hein. Il faut pas faire dans la langue de bois. C'est pas un niveau. On se poser la question de savoir pourquoi ce choix-là. Il ne faut pas qu'on se mente également. Hein. C'est aussi un choix financier. Beşiktaş, ce qui demandait au Beşiktaş, c'est pas ce que le Beşiktaş pouvait lui donner. Et Al Nasser lui a donné. Et donc, il va aussi également là-bas pour un choix financier. Et déjà, la carrière des footballeurs africains, concrètement, la carrière des footballeurs européens ne traverse pas beaucoup 33 ans.
Si on regarde, il y a peut-être 5 ans, ces footballeurs camerounais qui avaient 33 ans, je me rappelle, il y a peut-être 4 ans, 4 années par là, la génération de Asso et Koto, Langrim, Gemo et Jean de Makoun. À un moment, il n'avait plus de preneurs. Si je prends même celui qui a son anniversaire aujourd'hui, Léonard Koueko qui a 34 ans, il n'a pas de club. Vous voyez que ça devient difficile pour un joueur africain de traverser 33 ans en club dans une bonne équipe. Donc, Aboubakar Vincent, son choix est quand même légitime. Oui, il est ciblé, il commence déjà à préparer sa retraite. Mais rien n'empêche que Aboubakar Vincent revienne sur le vieux continent pour un dernier challenge. Rien n'empêche. Je crois qu'on a Arnaud Djoum qui est en Arabie Saoudite et Mandjek même qui était en Arabie Saoudite mais qui venait en sélection et il n'était pas terrible. Donc pour moi, la valeur intrinsèque du joueur reste, c'est un buteur, c'est un fauve. Quand il va porter le vert ou jaune. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tort de dire que ce choix, c'est un choix qui est dans lequel il prépare sa sortie des stades. Bien sûr, à 29 ans déjà, il faut penser, il faut songer à la retraite parce que on parlait de l'Euro tout à l'heure. Vous voyez à quel moment les jeunes entrent dans les stades au niveau professionnel, c'est 17, 18 ans. Donc vous voyez qu'à 29 ans, vous avez déjà 10 ans de carrière. Et la carrière d'un joueur à tout casser, c'est entre... Les plus résistants font 15 ans. Les plus résistants, ils ont à 15 ans. Mais la carrière, c'est entre de 0 à 12 ans par là. Et Aboubakar Vincent est déjà en train de traverser. Il tend déjà vers la fin de carrière. Alors, touchons dans notre joueur également qui est sur ce marché du football africain. Il s'agit certainement de l'homonyme, de l'autre sur le plateau, Martin Onla, et non pas Martin Dongovina, Martin Onla, lui qui est sa première séance d'entraînement avec son club, hélas, Vérone du côté de l'Italie. Oui, bien sûr. On aurait dit ton bon mot. On aurait dit mon bon mot, mais rien de cela, bien sûr. Il faut dire que ça vous a coûté pratiquement quelques petites pincettes. Oui, bien sûr, je me rappelle de la CAN U17. Qu'il a même en fait de révéler, où beaucoup de personnes m'appelaient en me demandant mais attends, tu es en équipe nationale, mais non, c'est pas moi, c'est un homonyme, c'est vrai, c'est le Cameroun qui gagne en même temps. Mais il n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec une parenté, rien du tout. Sûr. C'est juste un homonyme. Et aujourd'hui, signé au Hellas Vérone, après 2 ans passés à Antwerp, donc du coup, lui aussi, il continue son ascension, il n'a que 23 ans au matin. Donc, il continue tout simplement son ascension. Et heureusement, bien pour lui, il va dans un club un peu plus huppé que un peu plus corsé que celui dans lequel il était. Justement, au moins, on a un motif de satisfaction venant de sa part, parce que là, on se rend compte qu'il est en train d'évoluer. Disons-nous que peut-être, si tout se passe bien dans ce club-là, il aura peut-être encore un autre gros challenge un peu plus relevé que le Hellas Vérone aujourd'hui, demain. Donc, lui aussi... Est-ce que là-bas, quand même, on n'a pas souvent la peur de trouver les grosses pointures, de chauffer un peu les bancs, parce qu'on a quand même connu des étudiants comme ça qui arrivent dans les clubs et puis ils se rendent compte que la performance est détaillée, comme on le dit, très souvent, et puis ils se mettent un peu à chauffer. Bien sûr, le football c'est ça, le football c'est la concurrence. Il faut être nous sommes quand même dans un championnat italien. Bien sûr, il faut chercher à être le meilleur pour jouer dans les meilleurs clubs et être le meilleur. Tu ne peux pas reculer face à la concurrence. Là, tu ne peux pas reculer face à la concurrence. La concurrence doit te faire t'améliorer, travailler plus pour être le meilleur. Donc, s'il y va aujourd'hui, il était sollicité. S'il y va, ça veut dire que quelque part, on a besoin de lui. On sait pourquoi on a besoin de lui. Donc, maintenant, à lui d'arriver et montrer ses capacités à satisfaire ses employeurs, tout simplement. Et je pense qu'il en est la trame d'y arriver. D'accord. En tout cas, Martin, peut-être avant de parler de l'autre, de André Onana, qui est présenté à l'Olympique de Marseille, comment il faut certainement que Martin, le frère de l'autre, entre autres de notre maman, prenne son entrée au Hellas Vérone. Martin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très bon joueur, très bien formé à l'académie qu'il faut à Yaoundé. C'est quelqu'un pour qui moi j'ai un petit penchant parce que moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir quand il était à ses débuts en sélection U15. Il était le capitaine justement de cette cuvée U17 lors de la CAN Niger 2015. Moi j'ai vu toute la préparation sous les ordres du coach
C'était quel coach déjà? Oui, je crois le coach Tonien. C'était le coach Tonien qui était adjoint, qui était dans cette liste. Avec le coach Atangana, voilà, le coach Atangana, qui était le coach principal. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Pour beaucoup ne savent pas, le matin, on l'a signé au Barcelone. Hein, et il quitte le Barcelone parce qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de s'aguerrir. Donc pour moi, c'est un autre cap qu'il va passer. Et s'il réussit le test de Las Vérone, je pense qu'il va taper dans l'œil de beaucoup de clubs. Parce que le championnat italien, c'est un championnat très tactique. Et c'est là-bas où le joueur devient mature. Et quand je vois son parcours, je me dis s'il est bien entouré et s'il est un peu intelligent, il devrait s'inspirer du parcours de Franck Kessié, qui a fait une bonne saison, qui a fait de bonnes choses sur Atalanta Bergame. Et maintenant, il est du côté du Milan AC. Il est convoité maintenant par les plus grands clubs. Donc, je souhaite vraiment beaucoup de chance et de courage à cet autre homonyme. Voilà, on va prendre cette transition avant de revenir parler, si vous le voulez bien, de cette phase retour de la Ligue 1 camerounaise avant de mettre un point sur le dernier André Onana. Merci de rester en compagnie de nos programmations, de nous retrouver davantage dans la capsule de sport que vous suivez de bout en bout. Nous certainement avancer cette fois-ci les phases retour de la Ligue 1 et nous saluons certainement André Manaké, publicité par l'Olympique de Marseille, ce Camerounais qui honore le drapeau camerounais à l'extérieur. Avec vous, Wilfried, parlons donc de ces phases retour de la Ligue 1 au Cameroun. Oui, la Ligue 1 a repris ses droits depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui encore, nous avons de la troisième journée qui se disputait aujourd'hui, ce mardi et demain. Donc, mais déjà, le week-end passé, nous avons eu quelques rencontres et on a vu que Bon Monde a repris les chemins des stades pour vivre en fait ce qui nous a manqué pendant un bon bout de temps. D'accord. Alors avec toi, Martin, les jeux ont repris. Les droits de cité dans les gradins, les équipes se sont affrontées et nous sommes en phase retour pour la deuxième journée. La phase retour de ce championnat va à un rythme infernal. C'est des rencontres, c'est 3 rencontres par semaine. Oui. Donc, comme Wilfried disait, il y a des matchs qui sont en train de se jouer en ce moment. Maintenant, la deuxième journée, qu'est-ce qu'on va retenir en gros? C'est que Coton Sport de Garoua piétine parce que Coton Sport a perdu 1 but contre 0 à Bamenda contre Lyon Sport Academy. Et on voit également Union de Douala qui n'est pas sorti de l'auberge. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel différentiel entre la Coupe du Cameroun où il se comporte très bien et ce championnat. Pourtant, ce sont les mêmes joueurs. Et c'est le même entraîneur. Donc voilà globalement ce qui ressort sachant des équipes mythiques. Maintenant, il y a également au bas du classement, je vois Edine Sport de l'Allier qui n'arrive pas du tout malgré le changement d'entraîneur. Vous savez que c'est Bonaventure John-Kep c'est Bonaventure John-Kep qui est sur ce banc. Ils n'arrivent pas toujours, ils n'ont pas pu renverser Bamboutos de Bouddha. On a également maintenant un club qui est tellement enfoui dans les méandres du classement de la poule A qu'on ne sait pas s'ils vont s'en sortir. Je pense le New Star de Douala qui au début de saison avait un effectif XXL avec des joueurs expérimentés. Mangolo, Moumassou et tout, et j'en passe, et Nyamanko, tous sont là-bas, mais le club, ça ne donne pas du tout. Oui. Certainement, le club a des problèmes internes et nous prions vraiment le coach, le président Fosken Domke de résoudre ça parce que à la lieu où on va là, comment je vais dire ça, New Star de Douala se dirige très rapidement et bonnement vers la Ligue 2. Maintenant, au rang des certitudes, nous avons Fortuna qui tient tête et qui conduit la poule A, et qui conduit la poule A de main de maître. Fortuna qui a revu l'international à quoi son mort revenir, donc son transfert du côté de la Lettonie, FC Riga, je pense à avorter, parce que c'est lui qui est l'auteur de cette belle prestation du week-end où
Fortuna a damé le pion. Donc Fortuna, c'est une équipe en confiance, c'est une équipe joueuse. Il faut dire que c'est une équipe qui est constituée de très jeunes joueurs. Et pour ça, il faut également saluer le président Noah, qui fait du très bon travail, notamment dans la préformation, la formation. Et maintenant, Fortuna, je pense qu'il sera forcément favori lors des différents playoffs s'il continue à cette allure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a des certitudes. Astro de Douala également, qui n'a pas bien commencé le championnat, mais durant cette phase retour, s'il a enregistré, je crois, la première journée avait fait un match nul contre c'était qui Canon de Yaoundé, et maintenant a gagné à la deuxième journée. Et parlant maintenant du Canon, je crois que c'est la rencontre qui a le plus fait jaser durant cette deuxième journée, à savoir la présence du goleador Samuel Eto'o-Fils au centre d'excellence de la CAF Ambankomo, qui regardait justement la rencontre Canon APG, qui s'est soldée par un score de 2 buts partout. Je pense qu'au classement, les uns les autres, les positions des uns et des autres n'ont pas changé. Oui, donc on va attendre sereinement les résultats de la troisième journée qui sont en train de se discuter et qui vont se poursuivre demain mercredi. On a quand même un problème. Wilfried, on a un Coton Sport qui n'arrive pas à se relever et puis qui s'incline face à une équipe comme Lyon Sport Academy. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être on peut se dire tout simplement, je dis que le Coton Sport ne s'est pas encore remis sur l'élimination en Coupe CAF. Mais on sait que c'est une équipe très joueuse, c'est une équipe qui va retrouver son meilleur niveau. Tu sais, le Coton Sport souvent a cette tendance à mal commencer les championnats. Surtout là, on est dans une reprise de championnat dans laquelle tout était quasiment mort, tout était quasiment aux arrêts, ils étaient plus concentrés sur les coupes africaines. Ils étaient concentrés sur les coupes africaines. Donc du coup, aujourd'hui, peut-être avec l'élimination de la dernière séance de la Coupe CAF en demi-finale, ils ne parviennent pas toujours à retrouver leur rythme. Mais on sait que le Coton Sport, à un moment donné, vont appuyer sur l'accélérateur. Quand ça va revenir, quand les automatismes vont revenir, il n'y aura plus personne pour les arrêter. C'est qu'est sûr, on s'attend à voir le Coton Sport parmi les premiers de cette poule. Ça, c'est clair. On attend, on sait qu'ils sont parce qu'on sait que c'est la meilleure. En fait, vous savez, le football, c'est pas quelque chose de hasard, c'est pas un jeu de hasard. Le football, ça se joue, ça se mérite. Et quand on regarde, on voit, c'est vrai que des équipes, des présidents font des efforts aujourd'hui de remettre, en fait, de donner cette envie-là aux joueurs, mais on sait que le Coton Sport, c'est l'équipe la mieux aguerrie dans ce championnat. Donc forcément, à un moment donné, bien qu'elle soit dans le ventre mou là, elle réussira un jour, à un moment donné à retrouver ses repères, ça c'est clair. Mais dans les mêmes propos de Marco Dola, de Coton Sport, on a une de Dola qui bat de l'aile. Oui, bien sûr, l'Union de Douala bat de l'aide vraiment. Et à la grande surprise de beaucoup d'entre nous, on ne s'attendait pas à voir l'Union de Douala à ce niveau-là. Mais comme on dit, c'est le football. C'est le football. Peut-être il y a un manque de préparation quelque part. Peut-être on a mis la tête ailleurs. Mais le football a ceci de bien, de particulier, que ça peut changer à tout moment. D'accord. Surtout quand on est bien sûr, ça peut changer à tout moment. Et on s'attend à ce que l'Union de Douala redonne le sourire à ses nombreux spectateurs. Ils sont très nombreux. Surtout qu'ils sont très nombreux, bien sûr. Voilà, ils sont très nombreux, ces fans de l'Union de Douala, Martin, qui soupirent après une certaine réjouissance de l'Union qui ne rassure pas jusqu'ici quand même. Le club au million de supporters, les Nassara Kamakai, vous savez, ça fait toujours mal de voir un club que vous aimez aussi aller dégringoler comme ça, et ça c'est pas cette saison. Il faut dire que c'est. Mais déjà de long quand même. Oui, c'est pas cette saison que ça a commencé. Union de Douala n'est plus la grande Union de Douala qu'on a connue. Je veux même simplement prendre la saison 2015 ou 2016 où il y avait toute une armada de joueurs en quantité et en qualité. Maintenant, je crois dans les choix stratégiques du président Api, il faut dire quand même qu'il s'est trompé. J'ai la faiblesse de penser que le président Api s'est fourvoyé parce qu'il est venu avec un projet jeune dans une équipe qui ne connaît pas ça. Vous voyez, si vous regardez l'effectif de l'Union de Douala, ce sont des bébés, ce sont entre guillemets des libéraux. C'est une équipe qui ne fait pas peur. Pourtant, Union de Douala, seul le nom
doit faire peur. C'est-à-dire quand vous entendez, vous jouez Union, vous vous attendez à jouer des hommes, vous vous attendez à jouer des joueurs ayant une renommée dans le championnat camerounais, des vieux briscards. Maintenant, quand vous regardez les compositions d'équipe ou quand vous voyez Union de Douala à l'échauffement, je vous assure que si vous avez un seul instant jouer même la Ligue 2 ou un joueur de Ligue 2 du Cameroun va vous dire qu'il n'a pas peur d'Union de Douala parce que vous avez en face de vous des enfants. C'est vrai, le football c'est les jeunes, mais vous ne pouvez pas venir avec un tel projet, une telle stratégie. Est-ce que le président n'a pas cru en eux quand même? Est-ce qu'il n'a pas vu quelque chose qu'il aurait pu développer et mettre Union à une position aujourd'hui qui aurait pu être loin? Non, moi je me dis, il s'est trompé de stratégie. Vous pouvez avoir cette stratégie-là avec Fortuna, qui est un club formateur, mais Union de Douala, c'est une équipe qui a déjà remporté une coupe africaine. On ne vient pas apprendre à Union de Douala. À Union de Douala, on sait déjà jouer. C'est pareil avec toutes ces équipes mythiques comme le Canon de Yaoundé et consorts. D'accord. En tout cas, on ne vient pas apprendre sur un terrain de football, on vient juste jouer et avant certainement de prendre le dernier sujet qui nous intéresse et qui fait certainement jaser sur la toile comme dans les chaumières. On va également prendre cette autre virgule avant de revenir avec Martin parler des questions qui opposent la Fédération camerounaise de football, la FIFA et la CAF. Voilà, donc nous allons pouvoir parler de ce problème qui jase d'un bout à l'autre, des décisions qui sont prises du côté de la préfecture numéro 2 de Yaoundé, du côté de la CAF et de la FIFA. Va-t-on finalement tenir ce rendez-vous électoral du côté de la Fédération camerounaise de football? En tout cas, l'instance se tient ici du côté de Yaoundé. Martin, comment avez-vous accueilli l'actualité? L'actualité à FECAFOOT, MINSEP et FIFA, c'est un véritable thriller américain. On a vu beaucoup de titres. Hier, c'était une série à la, entre guillemets, je ne fais pas de publicité, à la Jack Bauer 24 heures chrono. Entre 10h et 17h hier, on a vu de tout. Et c'est là où vous pouvez toucher du doigt la difficulté dans laquelle le football camerounais est en ce moment. Parce que vous avez entre les interdictions, les autorisations, les décisions, les courriers, vous ne savez même plus à quel sens vous vouez. Pour moi, cette assemblée générale est en train de se tenir. Il y a déjà sur les réseaux sociaux, notamment le site officiel d'AFECAFOOT, sur Facebook, a pu sortir quelques clichés. Je vous assure que cette assemblée, ce qui s'est passé aujourd'hui est le déclenchement d'une véritable guerre des tranchées. Parce que en face, il y a le camp d'en face. Je vois bien M. Abdourahmane qui ne va pas laisser passer, qui ne va pas lâcher prise. Parce que le courrier de la FIFA est co-signé CAF dit quoi? Le courrier dit c'est l'Assemblée générale de 2012 et conformément à la sentence arbitrale du TAS du 15 janvier 2021 qui maintenait l'équipe de Seydou Bobondjoa d'assurer, qui leur permettait d'assurer l'intérim et d'organiser sereinement les élections. Et la FIFA a pourtant mis quelque chose de très important et je me dis que on dit souvent que la FIFA est dans les magouilles, mais là je pense que la FIFA a donné dans ce courrier une leçon d'humilité à tous nos dirigeants. Je ne sais pas si on va pouvoir déceler cette leçon parce qu'au paragraphe 3, laissez-moi je termine dessus, a dit la FIFA a écrit pour le bien du football camerounais. Si seulement on peut comprendre ça et on décèle tout ce que la FIFA dit et ils réenchérissent dans le paragraphe 5. Ils vous disent la FIFA est outrée de savoir qu'à la veille d'une préparation où on doit concentrer les énergies pour préparer sereinement la CAN de 2022, nous on est dans des bagarres. Ce qui fait qu'on tienne cette réunion, cette assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, c'est parce qu'il pèse sur nous et il va continuer de peser sur nous cette épée de Damoclès de la suspension de la FECAFOOT. Et comme on ne peut pas faire ça au président Paul Biya de lui retirer, vous savez que si on est suspendu, on paye la CAN. Et les uns et les autres vont faire un consensus de surface et de face. Mais je vous dis, après la CAN, on va repartir en guerre. Le TAS aura encore des nouvelles. Ça veut dire dans quelques secondes que le débat au sein de la FECAFOOT est loin d'être terminé.
Oui, bien sûr, le débat est très loin d'être terminé parce que là, on se rend compte tout simplement que ça, c'est. On se demande vraiment. Il vient de recevoir une belle leçon de la FIFA. On se demande vraiment si c'est vraiment l'Assemblée générale extraordinaire qui se tient aujourd'hui. Parce qu'il est inadmissible que hier, le sous-préfet soit un décret dans lequel il interdit l'Assemblée. Et quelques heures plus tard, il revient sur sa décision. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ce changement aussi brusque. Peut-être il n'avait pas la bonne information, on se pose la question. Peut-être qu'il allait vers la FIFA et la FIFA qui lui a donné... non, on ne peut pas dire qu'il n'a pas la bonne information, c'est quand même une autorité préfectorale. Peut-être, il a une bonne information. Ouais, peut-être, il y a des camps, dans ce genre de choses, il y a des camps. Ça veut dire qu'un camp peut aller vers lui et lui explique la situation. Tu vois, les contextes sont très différents. Je peux venir vers vous, je vous expose mon point, je vous dis voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé et tout. Maintenant, c'est quoi? C'est l'instance qui a tranché ça, c'est la FIFA. D'accord. C'est la FIFA qui a tranché ça. La FIFA a dit que justement, on n'arrivait pas à s'entendre, il a fallu que l'instance mondiale, justement, elle a tranché en disant tout simplement que les décisions rendues par le TAS ont été suivies à la lettre. D'accord. Donc du coup, forcément, il a compris que bon, ok, là, on se demande aussi, comme Emile Martin l'a dit, peut-être c'est vraiment une session de face. En tout cas, nous allons garder l'homme ouvert sur l'actualité. Question de voir jusqu'où vont aboutir les échanges et les débats. Le souhait de la FIFA, c'est que le football camerounais reluise de toutes ses lettres, de tout son talent, de tout son blason. Merci beaucoup, Martin, de nous avoir vraiment éclairé ce soir sur ce plateau. Merci Eric, pour l'invitation. Certainement également dire merci, pourquoi ne pas, à Wilfried qui nous a suffisamment éclairé, il avait des points de vue assez saillants sur ces actualités. Merci beaucoup. Merci Eric, merci pour votre invitation et je suis honoré. Voilà. Merci également à vous que nous avez écouté de près comme de loin. Merci de nous renouveler votre attention sur Reflet d'Afrique Télévision. Surtout, ne décrochez pas parce que le meilleur, lui, il s'enchaîne et se poursuit sur la meilleure télévision. Gardez surtout l'œil ouvert parce que nous reviendrons très bientôt pour vous donner la quintessence de ces échanges dans le cadre de votre capsule de sport. À très bientôt.